Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Participation. Les médias australiens. À la construction identitaire INDIGENE. 1. Base historique de la construction identitaire des aborigènes. Bien avant l'arrivée des colons de l'autre côté de la planète, les Européens nourrissaient bien des fantasmes sur la grande terre australe, ce continent jadis inconnu, mais aussi sur ses habitants. Hors de ces premières représentations fantasmagoriques, sorties tout droit de l'imaginaire européen, surgirent, dès la colonisation, d'autres images primitives et progressivement dépréciatives en lien avec la pensée scientifique et idéologique occidentale de l'époque. Ce leitmotiv idéologique fut relayé sans complexe par la presse coloniale, et légitimé par les aspirations politiques et sociales qui sont à l'origine même de la nation australienne. Il fut enfin repris par les médias contemporains, forts de leur pouvoir de construction identitaire et d'information. Derrière l'image idyllique d'une société multiculturelle, les clichés réducteurs sur les aborigènes se sont nichés sans vergogne dans les fondements du folklore australien jusqu'au sein même de la société australienne actuelle, non sans l'influence, le pouvoir de diffusion et les éventuelles limites de ce que l'on surnomme la fenêtre sur le monde. 1. Première représentation du peuple indigène et naissance du journalisme colonial australien. Représentation précoloniale et idéologie occidentale du XVIIIe et XIXe siècle. Bien avant 1788 et l'arrivée des colons britanniques en Nouvelle-Hollande, il régnait en Occident une imagination débordante au sujet de la grande terre australe et de ses habitants. D'après la théorie géocentriste de l'astronome grec Ptolémée, IIe siècle après Jésus-Christ, il fallait qu'il existe une terra australis incognita pour contrebalancer les continents septentrionaux et assurer l'équilibre de la Terre. Les légendes sur les habitants des antipodes affluèrent. Au fil des siècles, les illustrateurs des cartes médiévales dépeignirent la grande terre du Sud comme une terre peuplée par des créatures monstrueuses, ayant des qualités à l'extrême inverse de celles des êtres humains. On attribua aux habitants de ce continent inconnu des caractéristiques aussi burlesques que fantasmagoriques. On parlait de monstres de 50 cm de haut possédant d'énormes oreilles, de créatures étranges ayant les pieds retournés et marchant à l'envers. On se laissait aller à d'autres fantaisies qui toutes concordaient avec la perception de l'époque sur les habitants de terres méconnues, des négros possédant des queues ou des géants aux traits physiques semblables aux Patagons. Ces images traversant le temps, il n'est donc pas surprenant que même un siècle après l'expédition du Hollandais Abel Janszoon Tasman en 1642, les premières représentations iconographiques des colons britanniques fassent état de portraits fantasmatiques à l'égard des habitants de l'insaisissable Terra Australis. La représentation suivante d'un aborigène de Botany Bay, à la suite de sa capture par l'équipage d'un navire anglais en 1789, en témoigne. A Description of a Wonderful Large Man, bois gravé vers 1789. Copyright State Library of New South Wales. Cette représentation iconographique coloniale illustre parfaitement ce qu'est à l'époque un aborigène pour l'Europe occidentale. Un géant et un sauvage, entre l'homme et l'animal. Force est de constater que ces visions fantaisistes ne furent pas les seuls préjugés que les colons emmenèrent avec eux, en Nouvelle-Hollande. Arrogants et mus par le désir de prêcher la bonne parole, les colons justifièrent facilement l'invasion de la grande terre australe en s'appuyant notamment sur les idéologies occidentales du XVIIIe et XIXe siècle, dont l'eurocentrisme ainsi que sur les pratiques fondatrices de l'Empire britannique. Le dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie définit l'ethnocentrisme comme une attitude collective consistant à répudier les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles propres à une société donnée. Dès lors, l'eurocentrisme serait l'idéologie ou la pratique, consciente ou pas, qui consiste à mettre en avant des préoccupations, des cultures et des valeurs européennes, et plus généralement occidentales, aux dépens de celles d'autres cultures. Pour mieux cerner l'impact de cette idéologie dans la construction identitaire coloniale des aborigènes, il faut prendre en compte son origine. Au XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne était considérée comme le meilleur système gouvernemental du monde, puisqu'elle respectait les droits et les libertés de ses sujets, blancs. En accord avec les théories politiques de l'époque,
la Grande-Bretagne pensait être à la pointe de la civilisation. Une civilisation qui était fière de sa richesse et de son industrie, et se mesurait en termes matériels. Des habits, des armes, une résidence fixe et le confort. Par ailleurs, le parfait gentleman vouait un respect inconditionnel aux biens matériels et à la lecture de la Bible. Les premières représentations eurocentriques des aborigènes apparaissent à la fin du XVIIe siècle dans les récits de l'explorateur anglais, William Dampier, qui fut envoyé 2 fois en Australie pour le commerce de la couronne. Les descriptions de Dampier furent non seulement défavorables envers la terre qui était aride et infestée de mouches, et peu propice à un commerce fructueux, mais aussi envers les autochtones. C'est à partir de ces récits que se forgent les images des indigènes décrits comme un peuple de sauvages de l'âge de pierre, ou le peuple le plus miséreux au monde. La simple vision des autochtones le répugnait, même dans ses détails pittoresques. Ils sourient comme des singes. Il les comparait à des brutes ayant une difformité naturelle et qui ne veulent pas travailler. Selon Dampier, la preuve de la barbarie des aborigènes réside dans le fait que ces pauvres créatures ne daignent même pas admirer tout ce que nous avons, et que même la religion semble leur faire défaut. Dampier ne le savait pas, mais ces représentations péjoratives des autochtones australiens établirent la structure référentielle des attitudes européennes, et furent à l'origine de stéréotypes futurs. Néanmoins, cette perception des aborigènes s'atténua brièvement avec l'influence grandissante des Lumières et la fin du XVIIIe siècle. Les intellectuels, tels Jean-Jacques Rousseau qui à l'époque argumentait sur le droit naturel de l'homme, commencèrent à idéaliser l'homme dans son état naturel. Ce dernier se contentait de ce que la nature lui offrait, et ignorait les exigences pesantes et oppressantes de la civilisation. Dans les années 1770, les Mémoires des voyages de James Cook, publiés 2 ans après son retour d'Australie, témoignent d'une fascination similaire pour le mode de vie de ces brutes de Nouvelle-Hollande. Ils exaltèrent une condition humaine s'épanouissant sans l'encombrement de la civilisation. Les indigènes peuvent apparaître comme les gens les plus misérables sur Terre, mais ils sont en réalité bien plus heureux que nous Européens. Ignorant non seulement le superflu mais les commodités nécessaires tant recherchées en Europe, ils sont heureux de ne pas en connaître l'usage. C'est ainsi que naquit le mythe du bon sauvage, attribué aux autochtones, mais il ne dura guère longtemps. Le mouvement évangélique et l'essor des missions dans les colonies, au milieu des années 1830, rejetèrent l'idéal des Lumières et prenèrent l'idée que tout homme même sauvage était un pécheur déchu. L'eurocentrisme n'aurait pas eu tant de succès sans le racisme scientifique qui culmina au XIXe siècle. La recherche scientifique légitima les premières perceptions eurocentriques à l'égard des autochtones australiens. Les aborigènes furent étudiés pendant des siècles par des scientifiques et anthropologues blancs, qui croyaient de manière arrogante que la civilisation européenne était la forme la plus élevée de vie humaine. Ils aidèrent à justifier tant la dépossession des tribus de leurs terres que leur massacre. Les préjugés déshumanisants qu'ils élaborèrent à leur égard furent ainsi relayés par la presse coloniale. Lorsque Dampier revint de ses explorations, le récit de ses voyages suscita un vif intérêt chez les chercheurs. Si les plantes, les animaux et les habitants de Nouvelle-Hollande piquèrent tant la curiosité des chercheurs, c'est en raison de l'incertitude de la place de ces derniers dans l'architecture globale universelle. En effet, les scientifiques du XVIIIe siècle pensaient que chaque espèce de plante ou d'animal occupait une place unique au sein de la grande chaîne des espèces vivantes, qui s'étendait de la forme de vie la plus basse à la plus élevée. La citation suivante de 1794 montre quel genre de place les scientifiques jugèrent bon d'attribuer aux indigènes australiens dans la grande chaîne des êtres vivants. Beaucoup d'entre nous s'accordent à penser que l'aborigène australien caractérise le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Aucune tentative scientifique réelle ne fut lancée pour prouver l'infériorité des communautés indigènes. Aucune, jusqu'à l'influence des taxonomies raciales. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, la catégorisation raciale, c'est-à-dire la démarcation de races socialement distinctes, devint très populaire en Europe avec la montée du nationalisme. L'intérêt scientifique pour les indigènes culmina avec l'apparition de la phrénologie. Cette théorie se vante de pouvoir déterminer les caractéristiques et les qualités morales et intellectuelles, par exemple la prédisposition à la criminalité, en se basant sur la forme de la tête.
En ce qui concerne l'autochtone australien, l'écrivain écossais George Conde dans son étude A System of Phrenology 1853 soutint que le crâne de Nouvelle-Hollande indique une grande déficience dans les régions des organes moraux et intellectuels. Les organes du nombre, du constructivisme, de la réflexion et de l'idéalité sont particulièrement petits tandis que ceux de la propension animale sont entièrement développés. Leur crâne, aux aborigènes, montre une énergie et un courage considérables, mais également un égoïsme, une violence, une obstination extrême, tout cela accompagné d'une incapacité intellectuelle. Ce n'est qu'en 1859 que Charles Darwin, en publiant L'origine des espèces, révolutionna les théories de l'être humain et la place de l'homme dans l'univers, et bouleversa l'axiome de la chaîne raciale des êtres humains jusqu'à l'existence même de Dieu. En revanche, ce n'est que dans L'origine de l'homme qu'il appliqua sa théorie de l'évolution des espèces à l'homme. Selon lui, tous les hommes sont les descendants d'un même ancêtre et ont évolué à travers une sélection et une mutation naturelle. Cette révolution des idées n'arrêta pas le racisme, ni l'idéologie selon laquelle l'aborigène était un être humain inférieur. A contrario, le concept de la survie du plus fort, développé à partir de la nouvelle théorie du darwinisme social d'Herbert Spencer, fut habilement utilisé pour prédire l'extinction des indigènes australiens surnommés la race mourante. Les colons n'étaient donc coupables en rien de l'extinction de la race autochtone, et de la dépossession de leurs terres, puisque de toute façon cela était inévitable. Par conséquent, la diversité des images que les Européens ont construites puis attribuées aux aborigènes au fil des siècles, fut entérinée par les préceptes et postulats de leur civilisation et de leur science. Les premiers portraits fantasmagoriques antiques et médiévaux ont été repris dans un autre registre par les théories eurocentriques et scientifiques plaçant les autochtones australiens au plus bas de l'échelle des êtres humains. L'étude de ces premières visions et des idéologies du XVIIIe et XIXe siècle nous permet de mieux comprendre le contexte dans lequel la colonie pénitentiaire australienne s'installa. Elles inspirèrent aussi la façon dont la presse coloniale rendit compte des premiers contacts entre les indigènes et les colons. Premières images aborigènes et justification de l'invasion dans la presse coloniale. La presse populaire coloniale joua un rôle clé en popularisant les théories scientifiques racistes, des exemples locaux en témoignent, et ainsi contribua de façon considérable au climat de conflit racial qui existait. À travers ce processus, les attitudes raciales existantes des colons furent encouragées. Les pages qui suivent viseront à expliquer le rôle de la presse coloniale dans la légitimation des premières images hostiles aux autochtones, celles que les théories occidentales du XVIII et du XIX avaient engendrées. Ces représentations jouèrent un rôle majeur dans la justification de la colonisation, dans un premier temps, de la Nouvelle-Galles du Sud, baptisée par Cook en août 1770, puis du continent australien tout entier. La première flotte de colons britanniques, composée essentiellement d'1 millier de forçats, arriva le 26 janvier 1788 près de Botany Bay. Les convicts, condamnés à l'exil, participèrent contre leur gré à une colonisation qui s'était donnée pour but de les faire renaître à la vertu. L'objectif clairement affiché était d'adopter un mode de vie imitatif de la civilisation européenne. Aussi, lorsqu'ils débarquèrent, les colons ne vinrent pas uniquement avec leurs idéologies et leurs maladies, mais ils apportèrent également leur propre savoir-faire en matière de journalisme. En effet, dans l'Australie coloniale de la fin du XVIIIe siècle, l'influence de la puissance impériale, la Grande-Bretagne, ses traditions en matière de presse, ses techniques d'impression structurèrent l'émergence du journalisme local. C'est sous cette influence anglaise que naquit à Sydney le premier journal australien, The Sydney Gazette and New South Wales Advertiser, en mars 1803. Ce journal, créé par un ancien forçat, George Howe, devint dès le 5 mars 1803 un hebdomadaire de 4 pages. Le ton du journal était moral, atteignant une certaine pudibonderie, patriotique, dégageant une servilité manifeste, pompeux et guindé, digne de la mode du XVIIIe siècle. Vers les années 1840, la colonie australienne possédait son propre système de presse. La presse de l'époque avait non seulement pour but de transmettre les nouvelles du vieux continent européen, mais aussi de renseigner les colons tant sur l'avancement des colonies que sur les règles religieuses et sociales à respecter.
Elle se fit rapidement porte-parole des valeurs anglo-saxonnes et européennes. La justification par la presse de la doctrine terra nullius, soit terre n'appartenant à personne, en est un premier exemple. En 1770, lorsqu'il débarqua à Botany Bay, Cook prit possession de la côte est de l'Australie au nom de la couronne britannique car il estimait, selon les règles internationales du XVIIIe, que cette terre n'appartenait pas aux autochtones. Ne voyant ni agriculture, ni véritable bâtisse, ni lieu de culte, les Anglais jugèrent qu'ils avaient le droit de s'en emparer et d'en disposer. Cette fiction légale fut légitimée, en 1838, par le Sydney Herald qui insistait sur le fait que les Anglais avaient trouvé en Australie une étendue sauvage improductive, une partie du monde qui était laissée à l'état de gaspillage, et dont ils avaient pris possession sous autorité divine. Autrement dit, il ne pouvait y avoir ni guerre au sens propre du terme, ni traité de paix avec les autochtones car l'Australie aborigène n'avait point été envahie. Les journalistes de l'époque pensaient que les autochtones se situaient au plus bas de l'échelle des êtres vivants, et défendirent également le mythe de la race mourante. Selon Alan Grasby, The Age, à ce jour un des journaux australiens les plus éminents, associa en 1881 les aborigènes à l'image d'un peuple arriéré, et en 1888 mentionna la loi de la nature, pour légitimer leur extinction. Une loi qui stipule que lorsque deux races de niveaux d'évolution différents viennent en contact, la race inférieure est vouée à dépérir et à mourir. Vers les années 1890, certains journaux se réjouissaient que l'extinction des indigènes contribue à la solution des problèmes raciaux en Australie. Une extinction du reste partiellement provoquée par les maladies importées par les colons. Vers les années 1830, certaines maladies, telles que la variole ou la grippe, décimèrent un grand nombre d'autochtones qui, face à ces épidémies inconnues, demeuraient impuissants. Mais ces fléaux ne furent guère mis en relief par la presse coloniale, qui préféra mettre l'accent sur un autre point. L'alcool faisait des ravages parmi les populations indigènes qui, à défaut de voir partir les envahisseurs, de pouvoir vivre librement et en communion avec leurs terres, se réfugiaient dans la boisson. C'est à partir de ces premiers articles de presse que l'un des stéréotypes les plus virulents fut créé. L'ivrogne aborigène. Les raisons de cette forte consommation, le déracinement, le massacre, la déportation et l'acculturation, n'intéressaient pas la presse. Elle se contenta de transmettre l'idée que les aborigènes ne possédaient pas les gènes nécessaires pour supporter les effets de l'alcool, et de justifier l'extinction de la race mourante. Lorsque l'indigène Ben Long mourut en 1813, après avoir succombé à l'alcoolisme et à l'ostracisme, la Gazette ne daigna aucunement employer un ton solennel dans l'annonce officielle de son décès. Peu de choses favorables peuvent être dites à son sujet. Sa propension à l'ébriété était démesurée, et lorsqu'il était dans cet état, il était insolent, menaçant et fier. En fait, il était le parfait sauvage. Les quelques aborigènes qui subsistaient encore à cette époque étaient considérés comme des trouble-fêtes et des êtres problématiques. À ce titre, les colons s'adonnaient aux loisirs des pique-niques avec les autochtones, des séances de chasse dont la proie étaient les indigènes eux-mêmes. Ce génocide légal, autorisé par le gouverneur Lachlan Macquarie dont l'influence civilisatrice est mentionnée dans les manuels d'école australiens, fut initié par la presse coloniale. En effet, lorsqu'il n'était pas possible de tuer un autochtone à bout portant, le Sydney Monitor du 24 décembre 1838 conseillait des substances chimiques puissantes à diluer dans les points d'eau où ils venaient se rafraîchir. Pour le journal, l'empoisonnement de masse par la strychnine, le phosphore et l'arsenic étaient beaucoup plus sûrs. L'extermination et sa propagande étaient si populaires que la situation inquiéta quelques journalistes. En 1831, le ton du Colonial Times se voulait alarmant. Le gouvernement doit retirer les autochtones des colonies car sinon, ils seront traqués comme des bêtes sauvages et abattus. Ces mesures de protection furent également demandées, au milieu des années 1830, par les missionnaires désireux non pas de les protéger des massacres de masse mais d'évangéliser ces brutes, empreintes de cannibalisme, à qui il manquait un sens moral. Ainsi, la presse coloniale fut-elle émettrice de clichés et d'idéologies. Elle fut également la complice, voire même l'instigatrice, de la décimation des aborigènes et du vol de leurs terres. Elle établit volontairement entre les deux groupes des relations de réciprocité tendues, qui caractérisèrent les années à venir.
Ce racisme institutionnel permettait par ailleurs à la jeune colonie pénitentiaire australienne d'oublier les incartades de ses bagnards et de dissimuler, en contrepartie, le peu de moralité qui existait au sein de cette nouvelle société. Ce processus favorisa progressivement mais ostensiblement la promotion de la race blanche australienne, notamment en construisant un concept identitaire opposé au leur, le concept de l'autre. Le bulletin, promoteur de la race australienne blanche et le concept de l'autre. À l'aube du XIXe siècle, au fur et à mesure que la colonie s'établit sur le 5e continent, les colons manifestèrent une volonté toujours plus forte de se démarquer et de prendre du recul par rapport à la mère patrie. Suivant l'exemple américain, ils revendiquèrent leur propre identité et s'attribuèrent le nom d'Australiens pour se définir, un terme qui pourtant depuis 1693 désignait les autochtones. La création en 1824 de The Australian, le premier journal appartenant à un particulier, William Charles Wentworth, témoigne de ce désir d'identité salvatrice. Être australien se définissait par le rejet de tout ce qui était anglais. Le Monitor l'affirma en 1826, nos longers britons but Australians, mais il ne concernait que les personnes de race blanche. Les immigrants récents et les aborigènes en furent formellement exclus. Les journaux de l'époque se firent les porte-paroles de la supériorité de la race australienne blanche. L'ambassadeur de la presse coloniale, dans cette démarche, fut le très controversé Bulletin. Créé le 31 janvier 1880, ce journal a la réputation de s'être acharné pendant plus de 50 ans contre les immigrants, tout particulièrement les Asiatiques. C'est à peine si les indigènes y figuraient. Si tel était le cas, les autochtones étaient l'objet d'insultes dégradantes telles que abo, boom, jin et kun, etc. Ils étaient également décrits comme des troubles faits, et le journal réclamait leur nécessaire dispersion. Même si certains journaux de l'époque reconnaissaient que les immigrants et les aborigènes pouvaient être utiles comme main-d'œuvre bon marché dans les industries, le bulletin, lui, ne leur accordait ni droit ni légitimité. Ainsi, jusqu'à ce qu'il soit vendu en 1960 et reconverti en revue destinée à la haute société, le leitmotiv du journal fut le suivant. Par le terme australien, nous ne voulons pas désigner ceux qui sont seulement nés en Australie. Tous les hommes blancs qui débarquent sur ces rivages, avec un casier judiciaire vierge, et qui laissent derrière eux le souvenir des distinctions de classe et des différences religieuses du vieux continent, sont australiens. Ni les négros, ni les chinois, ni les kanaks mélanésiens, ni les pourvoyeurs de main-d'œuvre de couleur bon marché ne sont des Australiens. On peut noter tout de même dans cette citation que le bulletin offre une certaine différence d'appréciation entre les différentes communautés ethniques qu'il rejette, en accordant une lettre majuscule au terme chinois. Une hypocrisie reprise dans le dessin suivant. East Native Land, dessin de Phil May tiré du bulletin 1887. Aussi connu sous le nom de l'Australie pour les Australiens, et pauvre de moi. Ce dessin montre un aborigène expulsé d'Australie en un coup de pied par John Bull, personnifiant par là même les Anglais, mais également par un certain nombre d'Européens et un Chinois. L'inclusion d'un Asiatique confirme l'hypocrisie des Australiens dans l'adoption du concept de la race australienne blanche. Les Chinois étaient généralement craints, et étaient souvent la cible d'un racisme virulent. L'inscription Australie 1788 à 1888, sur le socle fait référence au futur centenaire et à la création de la Fédération australienne. L'ostracisme à l'égard de l'aborigène avant 1901 témoigne de sa future exclusion dans la rédaction de la Constitution. L'aborigène ne peut donc pas faire partie de la nation. Source: The Other Side of the Coin, A Cartoon History of Australia de Jonathan King, 1979. Dessin tiré du bulletin en 1901. Il témoigne de la promulgation de la race australienne blanche, par le journal. Il met en scène l'État du Queensland, infesté de Noirs, qui est sur le point d'être nettoyé par le premier ministre australien, Edmund Barton. L'homme d'État tient la solution miracle dans ses mains, une éponge sur laquelle est inscrit à White Australia, une Australie blanche. Source: The Other Side of the Coin, A Cartoon History of Australia de Jonathan King, 1979. L'image du noble blanc vivant à la limite des terres colonisées faisait partie intégrante de ce nouveau nationalisme australien. De surcroît, pour exalter cette tendance,
On imaginait un homme blanc téméraire et viril, apte à défier le désert et à survivre dans le bush, comme les aborigènes en sont capables. Les intrépides bushrangers défiant l'autorité des squatteurs ou de la police, à l'image de Ned Kelly, devinrent de véritables icônes du folklore australien et de l'imaginaire collectif. Leur loyauté masculine, leur image de Robin des Bois des temps modernes et leur mort souvent tragique mais héroïque étaient exaltées par les journaux de l'époque. Le tondeur de moutons, travaillant à la sueur de son front, était également un personnage central du bush. En s'appropriant leurs qualités, les Australiens annihilaient les singularités ordinairement associées à l'identité autochtone. Dépouillés de toute valeur, ceux-ci représentaient pour les colons, tout ce qui n'était pas australien, un Australian. La constitution de ce peuple australien, et de cette nation australienne, se définit donc à la fois par rapport aux Anglais mais également par rapport aux autres. Les autres, qu'ils soient aborigènes ou immigrants, sont, selon le philosophe Étienne Balibar, une ethnicité fictive, une communauté instituée par l'État-nation, qui lui invente, notamment par le biais des journaux, une identité, des origines, une culture qui sont nécessairement opposées aux valeurs que lui-même défend. Cette construction identitaire médiatique était aussi une justification idéale pour déposséder les aborigènes de terres que les éleveurs et les autorités convoitaient. Il ne semblait pas y avoir de place pour les autres dans la nation australienne comme le suggèrent les professeurs John Hartley et Alan McKee. La nation australienne est couramment amalgamée à l'État, ne permettant pas d'espace à d'autres nations dans un seul État. Les journaux jouèrent un rôle fondamental dans la construction et la transmission de cette généalogie fictive idéalisée et opposée à l'autre. Comme Balibar l'affirme ci-dessus, la presse est à la fois complice et instigatrice du concept. On passe même de l'autre à l'étranger. Par exemple, à la fin du XIXe siècle, le Boomerang et le Progress, deux journaux coloniaux de l'État du Queensland, destinés aux classes ouvrières, publièrent des histoires exagérées sur les dangers moraux et sociaux de ces étrangers colorés. Force est de constater que ce concept prit de l'ampleur. Comme nous le verrons plus loin, page 44, à l'aube du XXIe siècle, les médias parlaient toujours des aborigènes en termes asymétriques. Le pronom personnel they ou il, en opposition à celui us ou nous, est inéluctable et incontournable. Par conséquent, la presse coloniale australienne, telle que le Bulletin, répandit volontairement des propos calomnieux à l'égard des indigènes, une attitude reflétant celle de la société elle-même. Comme elle croyait à l'idée de la race australienne blanche, la presse fut aussi la messagère du concept de l'autre, une construction identitaire visant à marginaliser les indigènes. Il faut définir l'autre pour se définir soi-même. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les mesures assimilationnistes des gouvernements australiens successifs, et les représentations fétichistes, dont les autochtones furent l'objet dès la création de la Fédération australienne en 1901. Ils furent également exclus des textes constitutionnels, une mise à l'écart que nous jugeons représentative du mépris sans cesse manifesté à leur égard. Fétichisme, protection et assimilation. La fin du XIXe siècle ouvre un chapitre obscur de l'histoire du cinquième continent. Entre les années 1869 et 1970, quelques 100 000 enfants aborigènes furent arrachés à leurs familles par les lois protectionnistes et assimilationnistes des gouvernements australiens. On les sépara de leurs parents, en vertu d'une théorie selon laquelle être indigène était une malédiction. L'humanisme commandait donc de sauver ces enfants de la déchéance et du paganisme. Les plus noirs de peau étaient élevés dans des orphelinats, et recevaient une éducation blanche, à coups de mauvais traitements et d'oblitération de leurs origines. En revanche, les plus clairs étaient adoptés par des familles blanches. Nous ne pouvions cependant pas nous pencher sur le rôle des journaux durant cette période noire de l'histoire australienne sans faire préalablement mention de ce qu'on ose, depuis peu, appeler la génération volée. Une génération qui porte encore aujourd'hui les stigmates de ces sombres enlèvements. On parle de mesures protectionnistes car dès les années 1860, le gouvernement, avec la complicité du mouvement évangéliste, parqua les indigènes dans des missions ou des réserves dans le but de les protéger de l'extermination et de leur offrir les vertus de la civilisation et du christianisme. En réalité, ces traitements de faveur dont bénéficiaient les aborigènes profitaient aux colons, qui, grâce à cette mesure, pouvaient aisément s'emparer de leurs terres. En effet,
La présence de telles institutions permit de réguler et de contrôler les mouvements des autochtones et de débuter un processus de sédentarisation. Cela permit ainsi aux colons blancs de s'installer sans trop de problèmes et de circuler avec leurs troupeaux éventuels sur des territoires où ils ne rencontraient que très peu d'indigènes. Les réserves, placées sous la responsabilité d'un chef protecteur nommé par leur État respectif, étaient généralement construites en périphérie des villes dans le but de se débarrasser du problème aborigène. Dans ces réserves, les autochtones ne pouvaient ni utiliser leur langue, ni organiser de cérémonies, ni transmettre leur culture, ni chasser. Les enfants étaient souvent séparés de leur famille. Ils recevaient alors une éducation rudimentaire, ou étaient contraints à travailler. De plus, les aborigènes souvent utilisés dans les fermes ou les mines représentaient une précieuse ressource de main-d'œuvre peu coûteuse, exploitable et corvéable à souhait. Ce réel désir de considérer le peuple indigène comme un problème du passé, que l'on s'efforça d'oublier dès qu'il fut parqué en dehors des villes, fut repris par la presse coloniale. Certains journaux continuèrent à évoquer la débauche des autochtones. Ce fut le cas du Moreton Bay Courier, un journal de l'État du Queensland qui, en 1900, intégra à sa structure une section spéciale crûment intitulée Black. En revanche, d'autres n'en prirent même plus la peine. La majorité de la couverture médiatique dédiée aux aborigènes fut l'exhibition de photos, de dessins comiques ou publicitaires à leur effigie. C'est le début d'une période de fétichisme dont les autochtones australiens, et en particulier les plus noirs, surnommés les indigènes de pure souche ou full blood, furent la cible idéale. Entre 1902 et 1914, il y eut un engouement mondial pour la carte postale. Une grande partie des photos disponibles sur l'Australie furent celles d'indigènes. Ils furent photographiés dans des décors fictifs, comme s'il était nécessaire de fixer leur image sur papier avant que cette race mourante ne disparaisse à jamais. On les exhibait comme des vieilles reliques, des simples souvenirs ou comme des objets exotiques à découvrir. Certaines de ces images les présentaient comme une population pauvre qui vivait dans les cabanes délabrées des réserves, alors que ces scènes étaient majoritairement fabriquées et orchestrées. Gauche. Aborigène photographié par Désiré Charnay à la fin du 19. Copyright Musée de l'Homme, Paris. Droite. Aborigène photographié dans des décors artificiels par J.W. Lint en 1874. Copyright Council for Aboriginal Reconciliation. Ce goût pour l'exotisme fut repris petit à petit dans les journaux où l'on publiait les photographies prises par des anthropologues qui annonçaient l'extinction imminente des aborigènes. En d'autres termes, la presse abreuva ses lecteurs de clichés grotesques en mettant en scène des photographies et des articles à ce sujet. L'effort pour les enterrer vivants fut tel que même la presse internationale prônait la supériorité de la race australienne blanche. En effet, le magazine américain Leslie's Weekly assimilait en 1917 la race australienne à une race blanche, alors qu'il exposait très clairement des photos d'un autochtone sud-africain pour représenter l'Afrique du Sud et d'un Maori pour la Nouvelle-Zélande. Selon le magazine américain Leslie's Weekly paru en 1917, l'aborigène n'existait pas, et la race australienne était sans équivoque une race blanche. Copyright Council for Aboriginal Reconciliation. Cet oubli collectif est également manifeste dans le dessin de Stan Cross, paru en 1938 dans le magazine Smith Weekly, où l'illustration et les termes à négatif for a face témoignent très distinctement du fait qu'en 1938, peu d'Australiens rencontraient des indigènes. Aussi, le petit garçon de l'illustration est effrayé à la vue d'un aborigène car il ne sait pas que l'homme noir existe. Dessin de Stan Cross, paru en 1938 dans le magazine australien Smith Weekly. Copyright Foley Collection. Quand l'autochtone existait pour la presse, il était très souvent tourné en dérision. On mettait délibérément en scène des images burlesques à son propos. En 1938, J.T. Pattern et William Ferguson, les fondateurs de The Aborigine Progressive Association, les dénoncèrent. La presse populaire australienne se moque de nous en créant et en introduisant des dessins ridicules et dépassés ainsi que des blagues sur Jackie ou Bingy, qui enseignent aux citadins et aux jeunes Australiens à nous considérer comme des sous-hommes. Dans les années 1920, la presse vécut une période de modernisation et de restructuration. La radio apparut et le format des journaux se modernisa.
Un des grands enjeux de cette modernisation des médias fut l'apparition de la publicité comme source de financement. Dès lors, les images burlesques devinrent un objet publicitaire de premier choix pour les annonceurs. En effet, l'exotisme et la dérision de l'aborigène noir faisaient vendre. Par conséquent, les autochtones de pure souche étaient une figure privilégiée des publicités, comme en témoignent les annonces publicitaires de Abo Brand Sanitary White 1921, ou des t-shirts Pelaco 1940 qui ridiculisaient les indigènes de façon délibérée. Dans la première, le nom même de la marque de peinture est tiré d'une insulte Abo que les colons avaient attribuée aux premiers Australiens dès l'invasion. L'élément le plus outrageant de cette publicité est l'utilisation de la photo d'un aborigène pour de la peinture blanche et du slogan « Le blanc qui porte du blanc ». Cela fut sans doute une allégorie liée aux politiques assimilationnistes du gouvernement, du blanc éradiquant le noir par du blanc. Abo Brand Sanitary White, publicité pour de la peinture blanche datant de 1921. Copyright Council for Aboriginal Reconciliation. Quant à la publicité Pelaco, l'utilisation d'un aborigène s'exprimant dans un pidgin anglais Minting Kids Aifi est un stéréotype grossier qui renforçait l'idée saugrenue que les indigènes étaient en moyenne moins intelligents que les Australiens. Annonce publicitaire des t-shirts Pelaco, datant de 1940. Copyright Council for Aboriginal Reconciliation. Il est important d'insister à nouveau ici sur le fait qu'à l'époque de ces mesures protectionnistes, le mythe de la race mourante prévalait. Les autorités étaient persuadées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.